Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est d'être capable d'établir l'équation de la réaction associée à une transformation chimique et d'être capable aussi d'identifier dans deux situations particulières le réactif dit limitant. Dans un premier temps, on va chercher à définir un système chimique. Alors qu'est-ce qu'un système chimique? C'est un système constitué d'un mélange d'espèces chimiques. Par exemple, cette eau gazeuse contient de l'eau et du dioxyde de carbone dissous. On peut considérer que c'est un système chimique constitué de molécules d'eau et de molécules de dioxyde de carbone. Autre exemple, on fait brûler du méthane, un gaz dans l'air. Si on considère que l'air est essentiellement constitué de diazote et de dioxygène, on peut considérer que ce système est composé de méthane, de dioxygène et de diazote. Alors maintenant, imaginons que je connaisse la quantité de matière de ces différentes espèces chimiques au moment où on les met en contact, donc à l'état initial, et que j'arrive à trouver la quantité de matière de ces différentes espèces chimiques dans le système après une certaine durée que je nomme l'état final. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'état initial et l'état final du système chimique sont différents. En quoi est-il différent? Des espèces chimiques ont disparu, et d'autres sont apparus. On dit que le système a subi une transformation chimique. À l'échelle macroscopique, on peut détecter cette transformation chimique par un changement de couleur, un dégagement gazeux, une variation de température ou de pression. On peut aussi, on l'a vu en TP, mettre en évidence la présence de nouvelles espèces chimiques grâce à des tests d'identification. Alors, petit rappel, ne confondez pas la transformation chimique avec une transformation physique, vue dans la partie précédente. La vaporisation de l'eau, par exemple, de l'eau à l'état liquide qui se transforme en eau à l'état de gaz, change juste d'état. Il n'y a pas d'espèce chimique qui apparaît ou qui disparaît, contrairement à la transformation chimique. Alors reprenons, si on regarde d'un peu plus près l'évolution de ce système chimique, on remarque que deux espèces chimiques voient leur quantité de matière diminuer. Le méthane, dont la quantité de matière est égale à 2 mol, n'est plus présent dans le système à l'état final. Il pourrait d'ailleurs ne pas figurer sur le schéma à l'état final. Et le dioxygène, qui passe de 6 mol à 2 mol. Donc la quantité de ces espèces chimiques diminuant, vous avez bien compris, c'est qu'elles réagissent entre elles pour former des espèces chimiques qui n'étaient pas présentes dans le système état initial, c'est-à-dire ici le dioxyde de carbone et l'eau, qui sont donc les produits de la réaction. Vous aurez remarqué que le diazote initialement présent dans le système ne voit pas sa quantité de matière changer. Il ne fait donc pas partie des réactifs. On dit que c'est une espèce chimique spectatrice. Cette transformation chimique est modélisée par la réaction chimique qui est ici. Le méthane et le dioxygène réagissent ensemble pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. On vous demandera plus souvent d'écrire l'équation chimique, qui est l'écriture symbolique de cette réaction chimique. On remplace le nom par la formule chimique des différentes espèces chimiques présentes et on équilibre cette équation en ajustant les coefficients stoichiométriques. On a vu ça dans une vidéo précédente. Une autre notion qu'on doit avoir assimilée est cette notion de réactif limitant. Un réactif limitant est le réactif qui est totalement consommé à la fin de la transformation chimique. En d'autres termes, il n'est plus présent dans le système. Ici, j'imagine que vous avez trouvé, c'est le méthane. C'est une méthode que vous devez connaître pour trouver le nom du réactif limitant. Regardez l'état final et visualisez l'espèce chimique qui n'existe plus. L'autre méthode est de déterminer ce réactif limitant en utilisant uniquement l'équation de la réaction et la quantité de matière des réactifs. On va donc ici simplement utiliser les proportions pour pouvoir déterminer le réactif limitant. D'après l'équation de la réaction chimique, 1 mol de méthane, de formule chimique CH4, réagit avec 2 mol de dioxygène. Donc, 2 mol de méthane réagissent avec 4 mol de dioxygène. Donc, à l'état final, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Je vais pouvoir écrire que la quantité de matière en méthane est égale à la quantité de matière en méthane à l'état initial, 2, moins la quantité de matière en méthane qui a réagi, 2 aussi, ce qui fait qu'il n'y a plus de méthane à l'état final. Concernant maintenant le dioxygène, la quantité de matière en dioxygène à l'état final est égale à la quantité de matière en dioxygène à l'état initial, 6, moins la quantité de matière en dioxygène ayant réagi, 4, égale 2 mol.
Finalement, à la fin des réactions, il reste du dioxygène et il n'y a plus de méthane de formule chimique CH4. On dira que CH4 est le réactif limitant. Pour finir, un petit exercice d'application. L'action de l'acide chlorhydrique sur le calcaire. Première question, quelle est l'espèce chimique spectatrice? Alors, on voit bien que le système est constitué de calcaire, de formule chimique CaCO3, d'ion hydrogène, de formule chimique H+, et d'ion chlorure, Cl-. Dans l'équation chimique, je retrouve bien CaCO3, H+, mais pas Cl-. Donc, ce dernier ne participe pas à la réaction. Par conséquent, les ions chlorure, de formule chimique Cl-, sont les espèces chimiques spectatrices. Deuxième question, quel est le réactif limitant? Je remets l'équation de la réaction et les quantités de matière à état initial. D'après l'équation, la réaction chimique, 1 mol de CaCO3 réagit avec 2 mol d'ion H+. Donc, par proportionnalité, 2 mol de CaCO3 réagissent avec 4 mol d'ion H+, 3 mol de calcaire réagissent avec 6 mol d'ion H+, ou encore 4 mol de calcaire réagissent avec 8 mol d'ion H+. Lorsque ces 4 mol de calcaire ont réagi avec les 8 mol d'ion H+, alors il reste dans le système chimique la quantité de matière en calcaire à l'état initial, 4, moins 4, la quantité de matière en calcaire qui a réagi. Il ne reste plus. Quant aux ions H+, la quantité de matière en ion H+, à état final est égale à la quantité de matière en ion H+, à état initial, 8, moins la quantité de matière en ion H+ ayant réagi, 8 aussi, il ne reste plus non plus. Il ne reste plus aucun réactif, on dira que les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Pour ceux parmi vous qui ont du mal à comprendre cette notion importante en utilisant des quantités de matière, j'ose une analogie en espérant qu'elle puisse vous aider à mieux comprendre. Vous êtes fabricant d'effaceurs. Pour fabriquer un effaceur, on part du principe qu'il faut uniquement 2 sortes de pièces, socle d'effaceur et bouchon, sachant que vous avez besoin de 1 socle d'effaceur et de 2 bouchons pour fabriquer un effaceur. On est bien d'accord, une fabrication n'est pas une réaction chimique, c'est une analogie qui peut aider certains d'entre vous à mieux comprendre. Alors, il y a plusieurs cas possibles. Première situation, si dans votre stock vous avez 100 effaceurs et 100 bouchons, combien d'effaceurs allez-vous pouvoir fabriquer? On fait son petit calcul dans sa tête et on trouve 50. Et il ne vous restera plus de bouchons. La pièce qui empêche que la fabrication continue est le bouchon. Si cette fabrication était une réaction chimique, on aurait pu écrire que dans cette situation, le bouchon est le réactif limitant. Deuxième cas, si dans votre stock, vous avez 100 effaceurs et 500 bouchons, combien d'effaceurs allez-vous pouvoir fabriquer? Vous allez sûrement trouver 100. Et il ne vous restera plus de socle d'effaceurs. La pièce qui empêche que la fabrication continue est le socle d'effaceurs. Si cette fabrication était une réaction chimique, on aurait pu écrire que dans cette situation, le socle d'effaceur est le réactif limitant. Troisième cas, si dans votre stock vous avez 100 effaceurs et 200 bouchons, on peut alors fabriquer 100 effaceurs. Et on n'aura plus aucune pièce en stock qui est vide. Si cette fabrication était une réaction chimique, on aurait pu écrire que les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. On passe à la dernière diapo de cours de ce chapitre qui concerne l'aspect énergétique. Comme pour la plupart des transformations physiques, la plupart des transformations chimiques s'accompagnent d'une variation d'énergie du système chimique. Il peut ou bien céder ou bien absorber de l'énergie thermique. Les réactions exothermiques sont des réactions qui vont dégager de l'énergie vers l'extérieur. Après rupture et formation des liaisons entre différents atomes, de l'énergie est cédée et cela a pour conséquence que cette énergie dégagée va augmenter la température du milieu dans lequel se trouvent les espèces chimiques qui participent à la réaction chimique. On peut raisonner exactement de la même manière pour expliquer que des réactions endothermiques vont avoir pour conséquence de diminuer la température du système chimique. Voilà, pour vous aider maintenant à construire votre fiche de cours, je vous propose un petit résumé de ce que vous devez retenir. Donc on a appris la définition de système chimique, c'est un mélange d'espèces chimiques. Vous avez appris la définition de transformation chimique, quand le système évolue d'un état à un autre qui est différent
par la nature ou la quantité de matière des espèces chimiques qui le constituent, et que cette transformation chimique, on peut la détecter par divers moyens, un changement de température, de couleur, etc. Vous avez appris à modéliser cette transformation chimique par une réaction chimique. C'est à cause des réactifs que le système subit une transformation chimique. Et vous avez appris que l'écriture symbolique de cette réaction chimique s'appelle l'équation chimique que vous êtes capable d'équilibrer. Enfin, vous avez appris la signification d'espèces chimiques spectatrices, l'espèce ou les espèces chimiques qui ne participent pas à la réaction chimique, et de réactifs limitants qui empêchent que la réaction puisse se poursuivre. Et vous savez le trouver de deux manières différentes. Dernier point, vous êtes censé savoir qu'une réaction exothermique est une réaction qui dégage de l'énergie, ce qui a pour conséquence une augmentation de la température du système chimique. Une réaction endothermique, quant à elle, est une réaction qui va absorber de l'énergie et qui va avoir pour conséquence une diminution de la température du système chimique. Voilà, la vidéo est finie concernant ce chapitre. Bon courage, entraînez-vous bien et à bientôt!